Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Noé Chapsal, danseur et chorégraphe. Ce danseur de break, champion à plusieurs reprises, a créé sa compagnie, Les Corps Jetés, son atelier d'artisanat chorégraphique. Il aime les corps puissants et explosifs, la poésie et le fragile. Il en a fait un duo, Viscom, présenté aux Hivernales en Avignon jusqu'au 16 juillet, et déjà récompensé par le concours Sobanova. Noé raconte Avignon, le budget et l'organisation pour faire un tel festival, les rêves d'après. On l'écoute avec joie. Cet épisode a été enregistré en plein cœur vibrant du Festival d'Avignon, autour d'une menthe à l'eau. Alors, on a quoi ? On regarde, 15h, on a une demi-heure devant nous. Noé. Trop bien. Trop Dorothée. Bien. Tu touilles tes glaçons. Je touille les glaçons. Voilà, on entend le bruit des glaçons. Ambiance ASMR, il y a du vent. Exactement, la fontaine juste à côté. On est à l'Entracte. Les Hivernales, au bar de l'Entracte, les Hivernales à 50 mètres de nous. Noé Chapsal. Dorothée, de Cabissol. Ça te fait quoi d'être là, justement, pendant ce festival d'Avignon ? Il y a plusieurs sentiments, mais un petit sentiment de pas de retour à la maison, mais il y a 2 ans avec le spectacle Dividus, donc j'étais pas chorégraphe, mais on a vécu exactement la même configuration. On était aux Hivernales, dans les mêmes salles d'échauffement, avec les mêmes rituels, presque la même heure en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui a permis de complètement détendre la tension qu'aurait pu arriver, de se dire c'est ma première pièce et je suis aux Hivernales, tu vois, il y a un truc... Tu retrouves des repères. J'ai des repères. Les techniciens, ça vraiment, j'insiste sur ce point. Bien s'entendre avec les techniciens et les connaître et les reconnaître et leur dire bonjour, et c'est des gens que tu as vus il y a 2 ans et tout, c'est un truc aussi qui détend quelque chose, où t'as pas l'impression d'arriver en terrain pas hostile, mais tu vois, des fois c'est un truc impressionnant les théâtres, même si je passe un peu ma vie dedans. Donc sentiment de détente. Donc tu es un chorégraphe détendu, c'est bien. Ouais, je crois que même si tu demandes avec les gens qui travaillent avec moi, calme et détendu, c'est des mots qui peuvent revenir. De manière constante. De manière constante. En tout cas, je pense pas que je suis un faux calme. Tu sais, il y a des gens, ils ont ça de façade, mais un jour tu te rends compte quand ils pètent un plomb qu'en fait, ils gardaient ça dans le fond. Non, moi je pense que j'ai un tempérament très calme. Très... Alors ça va aussi, le revers de la médaille de ça, c'est l'anxiété, mais moi je suis quelqu'un qui est vachement dans l'anticipation émotionnelle. Donc par exemple, avant de vivre des trucs tels que ces 10 jours à Avignon, moi je sais que dans les mois qui arrivent, j'ai le temps d'anticiper émotionnellement ce qui va se passer, comment je vais interagir avec les gens, comment je vais me sentir, ce qui fait que les potentielles vagues de doute et de tension, que je les reçois, je les amortis, tu vois. Alors comment ça s'organise justement ? 10 jours à Avignon. 10 jours à Avignon. S'anticipe ? De manière très pragmatique. Déjà, de manière très pragmatique. Straight to the point. Déjà, on a appris, je crois, en décembre qu'on jouait aux Hivernales. C'est une belle année pour toi. C'est incroyable. Enfin, tu vois, je démarre en disant je suis détendu et tout, mais je peux presque complémenter en disant c'est fou de démarrer une pièce, de démarrer sa compagnie. Jeune compagnie des Corps Jetés. Jeune compagnie des Corps Jetés. Je la monte, on monte le spectacle, on tourne quelques dates et en décembre, j'apprends quand on est au milieu du processus de création. J'ai Isabelle des Hivernales au téléphone à qui j'envoie un mail comme un rêveur un peu et elle me dit « Je pense que ça va le faire, ça m'intéresse ». Donc on apprend ça en décembre. Qu'est-ce que tu avais mis dans ce mail pour que son intérêt soit... J'avais soit dit là. « Oh, belle Isabelle, dont la programmation fait rêver le monde entier ». Les Hivernales, au lieu stratégique de la danse du Hop à Avignon. Ouais, il faut préciser que vraiment faire le Festival d'Avignon aux Hivernales,
c'est une sorte de tremplin automatique. On peut se louper, mais c'est quand même un cadeau, quoi. Et non, dans ce mail, j'avais mis le teaser. Je lui avais dit que j'avais en tête de faire le festival. Parce que Naïve Productions, qui sont entre autres un peu des tontons artistiques, je suis dans leurs pièces et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et grande salutation à eux. M'avait proposé de faire Avignon, donc bref, j'écris à Isabelle en lui disant j'envisage de le faire. Je lui envoie juste le teaser. Et de là, elle me répond en me disant on s'appelle à 9h du matin demain. Donc moi, le matin, je me lève. Petite pression, je dis que je suis calme, mais quand même, petite pression, je décroche. Oui, bonjour Isabelle, j'avais préparé un argumentaire, tu vois. Et elle défait tout mon argumentaire d'entrée de jeu en me disant bah écoute, ça m'intéresse bien. Et du coup, je dis ok, c'est quoi les prochaines étapes? Donc après, il y a tous les trucs de créneaux, de combien ça coûte, de savoir si une jeune compagnie peut se permettre d'encaisser ses frais de trésorerie. Enfin, après, c'est plein de trucs très pragmatiques, mais qui font partie du métier de chorégraphe, en fait. C'est une formation ultra rapide pour toi. Ouais, complètement. Complètement, même si quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que moi, depuis 15 ans, je suis très versé dans le milieu associatif. Je fais partie de Next Tape, qui est devenue aujourd'hui une grosse association du territoire de l'Isère, où on organise le Who Got the Flower, qui est un gros festival. Et moi, j'ai baigné là-dedans depuis longtemps, donc il y a plein d'outils de gestion de groupe que j'ai. Donc j'ai pas non plus de débarquer là. Puis avec ton téléphone des années 90. Alors, oui, les gens ne le voient pas, on prendra peut-être une photo, mais j'ai un Nokia style 3310. J'ai jamais eu de smartphone de ma vie. Un ovni, nous échappe sale. Voilà, je change de ville toutes les semaines et pourtant je n'ai pas de GPS, donc c'est possible. Et donc pour revenir à ta question, une fois que ça s'est validé avec Isabelle, comment ça se prépare? Eh ben, il y a plein de trucs très concrets de quels objets de communication, quelle va être la campagne de com, qui va m'accompagner à la diffusion. J'ai trouvé Cléo qui est la meilleure personne pour être accompagnée là-dessus. Oui, il faut se structurer. Il faut se structurer. Il faut une équipe autour de toi avec qui tu es bien. Moi, j'ai besoin d'être avec des gens avec qui émotionnellement je me sens complètement détendu, tu vois. Et quels ont été les autres trucs à anticiper? Est-ce qu'on va déambuler dans les rues ou pas? Si oui, à quelle heure? Et alors, tu le fais ça? Ouais, on fait des petites déambulations. Parce que je t'ai pas vu. On a trouvé un format un peu happening. On fait des claquins dans Viscoum. C'est le truc où c'est des câlins qui claquent, où on saute et on claque les bras l'un de l'autre. Les corps jetés. Les corps jetés. Qui sont très visuels et donc on fait ça dans la rue et ça c'est court mais ça marche bien. Donc voilà, on a préparé tout en amont. J'ai demandé des conseils à Nassim Batou, le chorégraphe d'Ayagma avec qui on était venu avant. J'ai demandé plein de conseils en fait. T'as dû chercher d'autres coproducteurs aussi pour t'accompagner? J'ai dû faire la course aux subventions. C'est important pour pouvoir avoir l'avance de trésorerie pour mener. Tu vois, tu te dis ok, un duo aux hivernales très terre à terre, ça coûte 30 000 €. Si on fait une entrée à billetterie parce qu'on touche 70% de la billetterie, mais tu sais pas si les gens vont venir, si c'est rempli à 50%, il va me manquer 15 000 €. Je peux pas me permettre de pas les avoir, sinon je fais quoi? Je mets la clé sous la porte alors que ça démarre. Donc les subventions, tu te renseignes. T'as le fonds PEPS pour les salles de petite jauge de moins de 300. Il y a le territoire, est-ce que vous pouvez nous aider? Une demande exceptionnelle à ma commune en disant c'est pas tous les 4 matins qu'une compagnie de Pontcharrat va faire les hivernales à Avignon. Est-ce que vous pouvez donner quelque chose? Et ça, c'était en vrai tout le temps libre que j'ai eu entre les compagnies où je m'entraînais pas. C'était que du travail, on appelle ça du travail de production que j'ai fait moi-même du coup, tu vois. Dans les chiffres là, on fait quelques chiffres. Tout à l'heure je t'entendais dire à ces jeunes là de Chrysalide, 300 mètres de câble, c'est la 3e à Avignon. Alors, qu'est-ce qu'on met comme tu veux du chiffre? Là on a entendu 30 000 budget 30 000 €. On est 3 au plateau. Voilà. C'est la 3e aujourd'hui. C'est la 3e aujourd'hui. On est le 8 juillet. On est le 8 juillet, hier le 7, jour historique. On est un lendemain on est un lendemain d'effervescence politique où en vrai ça a détendu un truc même pour nous pour jouer. Voilà, spectacle de 40 minutes qui démarre par 10 minutes que toi t'avais vu à Sobanova, très intense. Très noir à Sobanova, très sombre. Un début très sombre qui va vers la lumière. Grâce à ta grand-mère. Grâce à ma grand-mère qui a caractérisé le spectacle quand elle l'a vu la première fois de sinistre et lugubre en me disant... et c'est son éducation catholique, elle me disait « Mon cher Noé, où est la lumière dans ton spectacle ?»
Et parenthèse, big up à ma grand-mère. Moi, je suis très très proche de ma grand-mère et artistiquement même on parle beaucoup. Et donc bref, elle m'a dit où est la lumière dans la pièce. Donc bref, ça a permis de réfléchir sur ce truc-là aussi. Et les chiffres, moi je suis trop mauvais en chiffres. La salle des hivernales, c'est combien de places? C'est 186. Là tout à l'heure c'était comble. Tout à l'heure c'était presque salle comble. Hein. Moi j'ai l'impression, moi je suis arrivée, j'ai fait waouh, je suis arrivée parmi les derniers, j'étais un petit peu en retard. Et ben tu vois, c'est le premier jour où on fait presque salle comble. Ouais. Les 2 derniers, on était à moitié de salle. Et donc il y a aussi un bouche à oreille qui doit se mettre en place. Hier j'ai eu une petite vague de doute justement. Mais comme je te dis, vu que je suis dans l'anticipation émotionnelle, je l'ai pu l'encaisser. Mais en me disant, ok, on a fait 2 jours de suite, moitié de salle. Est-ce que la sauce va prendre? Est-ce que les gens en sortant du théâtre disent aux autres que c'est bien? Est-ce qu'ils disent qu'il faut venir? Parce qu'il faut faire confiance à ça, de toute façon à Avignon. Et du coup aujourd'hui, presque ça le comble et on se dit, bon, espérons que ça se relaie dans les jours qui arrivent. Ça se renouvelle, ouais. Alors dans les autres chiffres, donc avec Charlotte, tu formes un duo de danseurs. Il y a effectivement le musicien sur scène. Ouais. Il y a des câlins qui claquent à répétition. Combien de câlins claqués? Combien de par show? Combien de câlins claqués? Des claquins, on en fait. Je peux te répondre très vite. Parce que c'est des séquences répétées le début. On en fait 6, puis 5, puis 3, puis 2 fois 1, puis 5 à nouveau, puis 4. Donc ça fait, j'ai fait comme ça, comme si je comptais. Alors ouais, moi j'ai arrêté de suivre aussi, je suis là, je te regarde. Mais je pense qu'on en fait on en fait une petite trentaine. D'accord. Plus ceux qu'on fait en déambulation, plus ceux qu'on fait pendant la chanson, parce que c'est vrai qu'on en refait pendant la petite chanson. Donc je pense qu'on en fait un bon 35 câlins qui claquent. Et donc on se dit pourquoi cet acharnement Oui, parce que c'est câlin qui claque. Bon, c'est une gestuelle qui marque quand même, qui est très forte. Ouais, tout le monde nous en parle de ce mouvement. Parce qu'on se dit, waouh, il part du sol, il se lève, il se projette dans les airs, il se claque l'un contre l'autre. C'est hyper physique. Et ouais, c'est répété. C'est physique et c'est répété. Et quand tu vois un mouvement qui se répète dans un spectacle de manière si obsessionnelle, déjà il te reste en tête et surtout tu te dis mais pourquoi ils font ça encore et encore, tu vois. Et moi dans les thématiques qui me touchent énormément dans le relationnel, parce que c'est une pièce qui parle beaucoup de relation à l'autre, ça touche 2 choses pour moi. Ça touche quelque chose, je pense forcément un peu à mes parents quand je dis ça, mais quelque chose de l'ordre de l'usure de l'amour, qui est quelque chose moi, qui me touche beaucoup, de comment on en vient dans un couple ou dans des amitiés à avoir un amour qui s'use et à répéter les mêmes gestes au quotidien, mais finalement les gestes ils sont plus du tout chargés de quelque chose. Et tu te fais le bisou en rentrant du travail, et presque tu te fais la même caresse tous les matins, mais elle est vidée de sens en fait. Et du coup, pour moi, dans cette répétition obsessionnelle à se rejeter vers l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de l'usure de l'amour, qui est un peu le versant triste, mélancolique, ou en tout cas, moi ça m'amène à des choses un peu tristes, quoi. Et l'autre versant, qui pour moi est vachement plus lumineux, et qui me passionne au quotidien, c'est cet effort qu'on doit faire tous les jours pour aller à nouveau vers l'autre. Et charger les choses. Et charger les choses. Ouais. Et tu vois, moi-même mes meilleurs potes que je connais depuis 15 ans, ma copine avec qui je suis en couple depuis 3 ans, je constate que quand tu te réveilles le matin, il faut à nouveau faire l'effort de se dire mais t'es qui aujourd'hui et de re-rencontrer l'autre, tu vois. Et que cet effort répété peut être fatigant, mais moi je crois que les relations ne marchent que si tu répètes encore et encore, te dire aujourd'hui t'es qui, et tu revas vers l'autre. Et je me permets de citer je vais pas le citer vas-y. Exactement, mais il y a un petit livre qui s'appelle Notes sur la mélodie des choses de Rilke, du poète Rilke, qui a notamment écrit Lettre à un jeune poète. Et il donne une image que quand je l'ai lu, après avoir créé Viscum, on dirait que ça décrit Viscum. En fait, il dit que tous les êtres humains, on est chacun sur son île, sur sa petite île, et que les îles, elles sont trop proches pour qu'on vive tranquille sur son île, mais elles sont trop loin pour qu'on puisse se tendre la main et s'attraper. Et du coup, il décrit une image folle. Il dit les seules manières de se rencontrer, c'est des sauts vertigineux où on se rencontre de manière maladroite que en l'air, et on retombe chacun sur son île, encore sous le choc du fracas, mais tout aussi seul qu'auparavant, tu vois. Et vraiment, quand j'ai lu ça, tu vois, là j'ai des frissons quand je t'en parle. Mais attends, mais moi je vois le geste et je me dis Rilke, l'âme de Rilke est au plateau en fait. Ouais, mais tu vois, tu te dis mais attends, ça décrit le claquin. Ouais. Et donc ça c'est l'autre versant qui moi me touche beaucoup, c'est de se dire ok, je me réveille, et ben tous les gens que je connais déjà, je vais refaire l'effort de les rencontrer aujourd'hui. Et donc ça parle aussi de cette obsession là.
superbe. Et donc, tu formes un duo avec Charlotte. Ouais. Charlotte, elle a été formée au conservatoire, au CNDC d'Angers. Elle est passée par un parcours d'interprète en compagnie. Toi, tu es l'enfant du break, un pur produit du break. Un pur produit du... Tu aimes le sol. J'aime le sol, franchement. Encore une obsession où je me demande qu'est-ce qu'on fait à retourner au sol tout le temps comme ça. Mais j'adore le break, hein. Dès que je suis en vacances, je m'entraîne 3 fois par semaine. J'aime bien dire que c'est mon artisanat de base. C'est ce autour de quoi tout s'articule, même si je vais prendre des fois un cours de théâtre ou un cours de classique où ça n'est que pour se recentrer autour de mon artisanat de base, tu vois. Et du coup, ce duo, franchement, quel duo, Charlotte et moi, c'est... Je disais ça aux jeunes tout à l'heure, on croise beaucoup de danseurs et de danseuses dans son parcours. Et on a des niveaux de connivence avec eux et elles qui sont plus ou moins grands. Et moi j'ai croisé plein de danseurs qui ont la même discipline que moi, le break. Et pourtant on s'est rencontrés avec Charlotte il y a 5 ans. 2 parcours opposés, a priori, autodidacte. Que rien ne rassemble. Académique, que rien ne rassemble. Non, et c'est pour tirer un trait un peu grossier. Ça fait plaisir de... Mais oui, tu vois, a priori oui. Et pour autant, dès le premier moment où un chorégraphe nous a dit faites un duo là vite fait, et ben la gestuelle elle est apparue, tu vois. Et aujourd'hui, vu que j'ai un esprit un peu théoricien, je comprends finalement ce qui nous rassemblait et pourquoi il y a tous ces trucs là. Mais... Et alors qu'est-ce qui vous rassemble? C'est facile. Qu'est-ce qui nous rassemble? Déjà une énergie incroyable au plateau, Ouais. une espèce d'intensité là, qui est vois, brûlante. Déjà on a une fulgurance tous les deux. Je balance plein de théories en vrac, mais on dit souvent que les danseurs, ils ont soit une danse de muscles, soit une danse d'os structurel, soit une danse de peau. Nous, on a une danse de muscles avec Charlotte, on prend les choses en puissance et en force. Ce qui a été un truc qu'on a cherché à gommer au début. Elle vient du jazz, moi du break. C'est quand même 2 trucs, le jazz et le hip-hop, ça puise quand même ces trucs dans les mêmes racines. Ouais, et puis c'est très ancré dans le sol. C'est très ancré dans le sol, exactement. Ça a une sorte d'urgence, des enjeux politiques, sociétaux communs aussi. Ça a quelque chose de très tranché, les deux. Et on vient tous les deux aussi d'une pratique de notre danse virtuose. Elle en jazz, elle est ultra forte et tranchée. Moi, quand j'ai commencé le break, ma spécialité, c'est les saltos et les acrobaties. Et on a tous les deux un goût pour cette virtuosité qu'on a caché pendant longtemps parce que on nous reprochait notre passage en force, même dans la vie, tu vois. Et là, on s'est dit, viens, on assume notre puissance parce qu'en fait, elle peut être belle. Et surtout que dans la deuxième partie de la pièce, cette puissance devient fragile. Et poésie. Et poésie. Et nostalgie. Et nostalgie, carrément. Il faut toujours être un enfant, c'est ça? Il toujours faut avoir un regard d'enfant sur les choses. On essaye, hein, et pourtant... Pourtant, moi, depuis que j'ai 16 ans, on me dit que j'ai 30 ans et que j'ai l'air... Enfin, tu vois, même physiquement, les gens me disent que j'ai l'air plus vieux. Là, j'ai 29 ans, il y a plein de gens qui sont étonnés de mon âge et tout. Mais c'est un truc que beaucoup d'artistes répètent. Comme Raphaël Quenard, dans un discours, il disait... le travail de l'artiste, c'est qu'on est à une feuille de papier à cigarette... De l'enfant qu'il y a en nous et que le but c'est, je le dis très mal, mais qu'on essaie de pas tuer l'enfant qui est en nous. Il y a toutes ces phrases que les artistes répètent souvent. De retrouver cet espace-là. Ouais, de retrouver cet espace, cette naïveté, cette spontanéité, ce truc loufoque, cet humour absurde, ce truc à pas essayer de faire des choses incroyables, faire des choses bizarres, tu vois. Et moi, l'absurdité me parle beaucoup dans les enfants et je trouve que la scène du micro dans Viscoum, par exemple, a ça d'absurde, tu vois. Donc ouais, on essaie de faire la paix entre l'enfant et l'adulte en tout cas. Et avec Charlotte, vous êtes enfermés dans une salle? On s'est enfermés dans une salle. Tu racontais à ces jeunes danseurs tout à l'heure que tu pouvais t'enfermer 3 mois dans une salle. Ouais, je suis quelqu'un qui aime les expériences un peu extrêmes pour découvrir des choses. Un peu monomaniaque sur certaines choses parfois. Un peu, j'ai cru que tu allais dire monastique au début. Non, monomaniaque. Monastique peut-être. Presque monastique, ça aurait été plus ça. Un peu monomaniaque, ouais. En fait, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une vérité à saisir pas loin et qu'il fallait se mettre dans des contextes un peu durs des fois ou répétitifs pour les trouver. Genre, je te donne une expérience comme ça, mais à 18 ans, je m'étais mis dans une salle de midi à midi pendant 24 heures et je m'étais dit je danse le plus longtemps possible pendant 24 heures. J'avais emporté ni l'heure, ni des livres, ni j'avais juste un MP3. De 24 heures de musique.
de 24 heures de musique et je m'étais dit si je danse pendant très très longtemps, peut-être que je vais toucher une vérité du doigt. C'est mon frère qui devait venir me chercher en voiture le lendemain à midi, tu vois. Bref, je me mets dans des contextes comme ça parce que j'ai l'impression que je vais comprendre des vérités cosmiques. Maintenant, des choses qui te dépassent. Des choses qui me dépassent. Maintenant, je suis un peu moins idéaliste, je laisse plus les choses venir. Et donc avec Charlotte, on s'est quand même mis dans des rituels. Tous les deux, on a un truc assez déter. Donc nos échauffements le matin, Christophe le musicien, il était toujours choqué. On faisait 1 heure de yoga, une demi-heure de muscu, un quart d'heure de méditation, puis on démarrait avec des phrases et ça se ressent dans la première partie, tu vois qu'on a un truc très donc droit, très droit, ouais. Ok, on va tracer une direction, tu vois. Et donc on s'est enfermé dans une salle, bien évidemment, pendant l'équivalent de 2 mois. Et donc là, tu te dis Viscom. Déjà, j'ai fait un grand chemin avec ça, Viscum. Ouais, Viscum, tout fonctionne. Ce nom de cette plante visqueuse. Ouais, c'est ça. Tu penses déjà à l'après. Enfin, bon, c'est la question qu'on n'aime pas avoir quand on est artiste, quand on est à fond dans son truc, je pense. Et souvent, en plus, mais plus le milieu des programmateurs, programmatrices te disent alors, c'est quoi la suite? Exactement. Déjà, t'as pas commencé par un solo, mais un duo. Ouais, alors qu'à la base, les gens autour de moi me disaient il faut que tu fasses un solo. Presque, j'avais un peu ces retours, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Ouais. Parce que tu veux que je fasse un solo? Non, pas du tout. Justement, t'as pris des sentiers. Mais là, il y a des tournées. Ouais, après les hivernales, a priori, ça va tourner. Ouais. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Je pense que t'as un flair. Moi, j'ai pas de flair de ces trucs-là. Mais on est aux hivernales, les gens commencent à venir. On a des bons retours des programmateurs. Donc, je pense que ça va tourner. Un très bel accueil du public. Ouais, franchement. La salle était t'as très des gens positive. Qui étaient debout. Ouais. On entend des rires. Plein de gens nous disent qu'ils ont eu les larmes aux yeux pendant. Donc je pense que Viscum, ça va tourner. Bravo pour ça déjà. Merci. C'est vrai. Hein, il faut célébrer ces moments. Savourer. Il y a un rappeur, Vald, que j'aime beaucoup. Dans une interview, il dit finalement, en tant qu'artiste, le moment où tu savoures et tu célèbres, il est très court dans la carrière d'artiste. Parce que tu sors de scène, tu dis ah, on a géré, et tu es déjà en train de faire le truc suivant. Donc c'est vrai que je prends le merci, tu vois. Moi, je suis très mauvais pour avoir des projections. Pour autant, je te disais que j'anticipais émotionnellement les choses. Mais est-ce que déjà tu es dans la création de matière? Je suis pas concrètement dans la création de matière, mais c'est évident que je me sens à ma place dans ce métier, que tous les enjeux humains qu'il contient me passionnent tout autant que les enjeux artistiques. Et enfin, c'est un métier de fou chorégraphe, toutes les casquettes qu'il faut avoir, Et du coup, sans dire que j'ai une idée de la suite très précise, j'ai des obsessions artistiques qui ne me quittent pas et qui me passionnent. Alors vas-y, donne-nous quelques obsessions artistiques. Pas toutes, hein, parce que sinon... Pas toutes. En fait, j'ai des obsessions et sociologiques dans comment on travaille ensemble. Donc ça, c'est pas artistique, mais notamment, j'ai organisé il y a 1 an avec une amie sociologue, on a organisé une résidence d'intelligence collective. Donc il n'y avait pas de but de production de mouvement. Mais c'était dire comment entre artistes on fabrique de l'intelligence collective en travaillant ensemble et où on casse un peu les logiques hiérarchiques, comme quoi le chorégraphe serait un grand génie, tu vois. Il faut que tu discutes avec Arthur Perrol. Eh ben, on va se poser. Ouais, franchement, vous avez les mêmes... il est assez aligné sur ce que tu es en train de dire. Mais voilà. Et je cherche en plus des pairs pour parler de ça, tu vois, donc tu fais bien de me le dire. Ce serait une belle rencontre pour toi. Et... Donc du ça, coup, ok. L'intelligence collective, comment créer de manière différente. Donc ça, c'est vraiment un attrait plus sociologique de vivre ensemble, tu vois. Ensuite, artistiquement, en cirque, on parle beaucoup d'acrodance. En hip-hop, on se demande beaucoup comment révéler mieux nos gestuels sur scène. Et moi, j'ai l'impression qu'on est au début d'une nouvelle ère de chorégraphes, sans la nommer comme ça, mais il y a eu les premiers chorégraphes qui ont amené le hip-hop sur scène, ou l'acrobatie sur scène. Et j'ai l'impression qu'on a une nouvelle ère d'hybridation réelle des deux, parce qu'on parle souvent de danse hybride aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, tu vois? Et donc là, dans Viscum... Une danse concrète? Ouais, une danse concrète, une danse... tu vois, la danse brute, la danse qui fait du bruit, la danse qui ne passe pas par trop de sophistication pour qu'elle ait quelque chose à dire. Le fait que l'interprétation, elle vienne des mouvements en eux-mêmes et que tu n'aies pas à fabriquer un personnage. Moi, ça, c'est des trucs qui m'intéressent. Comment désacraliser le corps du danseur, la posture du danseur, sans pour autant le dépuissanter, tu vois, le fragiliser. Comment être puissant et fragile à la fois. Dire que la danse, en fait, c'est un artisanat comme les autres. Donc ça, c'est plein de trucs qui me passionnent. Et au milieu de ça, moi, j'adore les feintes, les trucs où tu crois que ça va arriver, ça n'arrive pas. J'aime l'absurdité.
Donc voilà, c'est autour de toutes ces choses-là. Et je pense que la forme que ça va prendre, l'esthétique que ça aura, ça dépend vraiment des collaborations. Tu vois, genre une fois que l'équipe est créée, j'ai presque l'impression que la forme elle arrive d'elle-même. En tout cas là, dans comment ça s'est passé sur Viscoum. Trop bien. Est-ce que tu veux rajouter des petits mots, des grands mots et des choses qu'on n'aurait pas évoquées qui sont importantes pour toi aujourd'hui? Des petits mots, des grands mots non, franchement, si, grande gratitude en vrai. J'ai un mini mantra avant de monter sur scène qui consiste en 3 trucs. Mini mantra, c'est rien d'incroyablement mystique, hein, mais le premier truc que je me dis, c'est que j'essaie de me rappeler que je suis dans une sorte de... Quand tu crées un truc en tant qu'artiste ou à une époque, tu es quand même dans une lignée. Il faut pas oublier qu'il y a eu des milliards de spectacles avant toi. J'exagère peut-être en disant des milliards. Mais beaucoup de spectacles après toi et que tu es sur un point, à un moment d'une époque où tu hérites de beaucoup de choses et après toi, il y aura plein d'autres choses. Et du coup, pour me ramener un peu sur terre, je me dis, juste, tu es à un point sur une grande lignée avec des filiations et tout. Détends-toi, tu es un point au milieu de ça. Ensuite, gratitude infinie. Souvent, je pense à ma grand-mère en vrai. La famille assez pas paysanne mais rurale dans laquelle j'ai grandi, donc il y a une gratitude aussi pour le milieu dont je viens qui me permet d'aborder ce métier avec C'est prégnant d'ailleurs dans ta bio, ça commence charpentier, fils de charpentier, et ta d'éducatrice maman, spécialisée. ah oui, ouais. c'était les premières lignes de... Je me suis dit tiens, c'est étonnant, quand tu compares les bios des différents chorégraphes, toi c'était important pour toi de mentionner ça. Ouais, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes parlent de leurs parents souvent et tout, mais moi je viens de là, je viens d'une grande fratrie où on est 5 frères et sœurs, d'un endroit où il y avait des poules, où les préoccupations elles étaient ce qu'elles étaient à cet endroit-là dans cette petite ville. Je vois un père porter des poutres à longueur de journée, donc aussi un rapport au corps. Donc ouais, j'ai l'impression à l'effort. À l'effort aussi, c'est vrai. En t'entendant le dire, ça explique encore d'autres trucs. Donc ouais, je peux que parler d'abord de là d'où je viens, j'ai l'impression, et donc comment ça me nourrit. Donc gratitude pour tous ces trucs-là. Gratitude envers le breaking aussi. Ouais, de ouf. Je pense à mon premier prof de break, Nono, je me dis quel plaisir t'en as. Ils croisent les mauvais profs, ils en sortent avec des traumatismes, ils vivent pas bien ça. Moi j'ai été bien accompagné, j'ai une asso, un crew qui est génial, donc gratitude pour ça avant tout. Et le dernier truc que je me dis, et pour le coup ça c'est plus le truc break je pense, mais c'est le truc juste avant de monter sur scène, peu importe ce qui se passe, va au bout, tu vois. Si tu oublies le texte, si tu es fatigué, va au bout. Et le break, il y a un truc quand même très obstiné, tu vois. Et se dire, mourir sur scène de Dalida, c'est un peu le truc, quoi qu'il arrive, tu vois. On monte sur scène, ça reste un espace, j'ai envie de le désacraliser, mais que je trouve précieux et sacré, par contradiction. Et donc, vas-y, on va au bout quoi qu'il arrive, tu vois. Ça, c'est le 3e point du mantra. Et tu vas regarder, toi, les épreuves de breaking des JO 2024 ? Ouais, je pense, je vais jeter un œil. Quand même. Quand même. Le 9 et le 10 août, tu vas regarder. Ouais, je suis pas contre, je vais jeter un œil. Ok, merci infiniment Noé pour ce moment Merci avec à toi. toi, en plein cœur d'Avignon vibrant. Ouais, on entend les terrasses. Merci à toi Dorothée. Merci, salut, ciao, ciao. Ciao. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.